Emilia Fischer, 35 ans, autrichienne, était l'une des alpinistes les plus expérimentées de sa génération. Depuis plus de 10 ans, elle parcourait l'Himalaya, gravissant avec succès 8 des sommets les plus exigeants de la région. Le K2 représentait pour elle le dernier obstacle de son projet. Compléter les 14 sommets dépassant les 8000 mètres, une ambition impressionnante, mais qui nécessitait une concentration absolue et une préparation méticuleuse. Sa réputation n'était plus à faire. Emilia combinait force physique et détermination mentale, deux qualités essentielles pour survivre dans des conditions extrêmes. Pourtant, même la meilleure préparation ne peut totalement éliminer le facteur humain, surtout dans un environnement où l'oxygène se raréfie et où le froid peut pénétrer jusqu'aux os en quelques minutes. Emilia était seule avec ses pensées lorsqu'elle s'approcha du bottleneck. Elle savait que ce passage était le plus redouté de tout l'itinéraire. Un goulet de quelques mètres seulement, suspendu à plus de 8200 mètres, avec des parois verticales et des corniches de glace instables. Tout retard, toute hésitation pouvait devenir fatale. Elle avait prévu d'utiliser l'oxygène uniquement au-dessus de 8000 mètres pour économiser ses bouteilles, un choix risqué mais calculé. Le matin avait commencé avec un ciel clair et un vent modéré. Emilia progressait prudemment, s'assurant que chaque ancrage de cordes fixe supportait son poids avant de continuer. Les cordes installées par un autre groupe étaient emmêlées, formant un réseau complexe de nœuds et de boucles, obligeant Emilia à ralentir et à consacrer plus de temps à chaque mouvement. Chaque pas nécessitait un effort surhumain. Le K2, avec son altitude et son inclinaison extrême, transforme la moindre action en travail ardu. Même respirer devenait un combat, l'air raréfié ne contenant qu'une fraction de l'oxygène nécessaire. Emilia ressentait une fatigue croissante, subtile mais implacable, qui s'insinuait dans ses muscles et dans sa concentration. À mesure qu'elle avançait, l'air se faisait plus mince et plus froid. Ses doigts, protégés par des gants épais, perdirent leur sensibilité, rendant difficile la manipulation de mousquetons et de cordes. Son cœur battait rapidement, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi à cause de l'adrénaline qui montait à chaque instant dans ce passage redouté. L'ascension du bottleneck exigeait une coordination parfaite. Emilia devait parfois se pencher au-dessus du vide, s'accrocher à des pitons et déplacer ses pieds avec une précision millimétrique sur des surfaces glacées. Le moindre faux mouvement pouvait entraîner une chute fatale. Pourtant, elle continuait, déterminée à atteindre son objectif. Mais les obstacles n'étaient pas seulement physiques. La fatigue commençait à affecter sa perception. Emilia mal identifiait des points d'ancrage, s'arrêtait fréquemment pour réévaluer la route et ses mouvements devenaient hésitants. Chaque hésitation rallongeait le temps nécessaire pour traverser le passage, consommant davantage son oxygène. Les bouteilles, qu'elle pensait suffisantes pour l'aller-retour, commençaient à montrer leurs limites. Le vent se renforçait à mesure qu'elle avançait. Des rafales glaciales balèrent la montagne, réduisant la visibilité et rendant les prises plus glissantes. Emilia progressait lentement, prenant des pauses régulières pour récupérer, consciente que chaque erreur pouvait être la dernière. Ses compagnons derrière elle surveillaient chaque geste, prêts à intervenir, mais la configuration étroite du bottleneck limitait toute action rapide. Les cordes emmêlées compliquaient encore la situation. Emilia devait souvent les démêler avant de pouvoir continuer, un processus qui semblait interminable à cette altitude. La combinaison de l'effort physique intense, de la fatigue mentale et du manque d'oxygène commençait à provoquer des signes d'œdème cérébral, confusion, désorientation, incapacité à évaluer correctement les distances et les dangers. Alors qu'Emilia atteignait une section particulièrement étroite, un bloc de glace fragile au-dessus de sa tête craqua légèrement. Le bruit, à peine perceptible, résonna dans l'air raréfié comme un avertissement. Emilia sentit son cœur s'accélérer. Chaque décision devait maintenant être prise avec une précision absolue. Elle s'arrêta pour respirer et ajuster son harnais, mais la fatigue et la confusion commençaient à l'emporter sur son jugement. Les compagnons qui suivaient ont tenté de l'encourager, mais à cette altitude, même des mots simples prennent une énergie incroyable à prononcer et à comprendre. Emilia fit un dernier effort pour progresser, ignorant les légers signes de désorientation qui s'accumulaient depuis plusieurs dizaines de minutes. Son oxygène, désormais insuffisant, ne pouvait plus compenser l'effort du corps et les effets de l'altitude. Peu après, Emilia montra des signes visibles d'épuisement extrême.
Ses gestes étaient lents, mal coordonnés, et elle commença à s'arrêter sans raison apparente, hésitant sur le chemin à suivre. L'œdème cérébral dû à l'altitude s'était intensifié, affectant ses fonctions cognitives de base. Les compagnons derrière elle tentèrent de la guider, de lui donner de l'oxygène supplémentaire, mais chaque minute perdue aggravait la situation. À un moment critique, Emilia s'arrêta complètement, incapable de continuer. Elle tentait de respirer, mais le manque d'oxygène combiné à la fatigue extrême et au stress mental avait déclenché un arrêt progressif des fonctions corporelles. Ses compagnons, impuissants dans cet environnement extrême, ne purent que stabiliser son corps et l'accompagner avec précaution vers un point plus sûr. Malgré tous les efforts, Emilia Fischer succomba à un œdème cérébral et à l'hypoxie, un arrêt progressif de son cerveau et de son corps causé par l'altitude extrême et l'épuisement. Il n'y eut ni chute ni accident mécanique, seulement le résultat cruel d'une combinaison de conditions extrêmes, de fatigue et de quelques décisions malheureuses dans un environnement où chaque choix peut être fatal. Le 12 mai 2018, l'Annapurna s'élevait dans le ciel népalais, imposante et imprévisible, ses sommets dépassant les 8000 mètres. Considérée comme l'une des montagnes les plus meurtrières de l'Himalaya, l'Annapurna n'accorde aucun répit, même aux alpinistes les plus aguerris. Ses pentes abruptes, ses corniches instables et son climat capricieux transforment chaque ascension en un défi où la moindre erreur peut coûter la vie. Ce matin-là, le groupe de Javier Morales, guide espagnol expérimenté, se préparait pour une nouvelle tentative d'ascension après une nuit agitée par une tempête. Les rafales de vent et la neige fraîche avaient modifié le terrain, effaçant les repères visuels et recouvrant les cordes fixes installées la veille. La montagne semblait changer de visage, menaçant chaque pas du groupe. Javier Morales, 42 ans, guide professionnel espagnol, avait déjà dirigé de nombreuses expéditions au-dessus de 26 000 pieds. Sa réputation était solide, fondée sur des années d'expérience dans les conditions les plus extrêmes. Il connaissait l'Annapurna mieux que quiconque dans son équipe, ses passages traîtres, ses corniches instables et les signes subtils d'un danger imminent. Malgré son expertise, Javier savait que la montagne est un adversaire impartial. Aucun savoir, aucun équipement, aucune précaution ne garantissent une sécurité absolue. Les conditions changeantes de l'Annapurna exigent une vigilance constante, et parfois, même les décisions les plus sages se heurtent à l'imprévisible. Ce jour-là, Javier guidait un groupe de clients, chacun expérimenté à différents degrés, et devait équilibrer leur sécurité avec l'objectif ambitieux d'atteindre le sommet. La responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. La tempête de la nuit précédente avait laissé des traces visibles et invisibles. Les cordes fixes qui avaient servi la veille étaient maintenant enfouies sous la neige, parfois rompues, parfois instables. Les corniches, fragilisées par le vent et le froid, représentaient un danger constant. Chaque pas devait être calculé avec précision, chaque ancrage vérifié avant de se fier à lui. Le groupe progressait lentement. Javier menait, observant attentivement le terrain et anticipant chaque mouvement. La visibilité était limitée par des nuages persistants, et la neige fraîche masquait les dangers sous-jacents. À plusieurs reprises, il dut rappeler à ses clients de rester concentrés, de vérifier chaque appui et de ne pas se précipiter, conscient que la moindre imprudence pouvait déclencher un accident. Au fur et à mesure que la progression avançait, la fatigue et le froid commençaient à se faire sentir. L'altitude rendait chaque respiration difficile et le vent mordant s'infiltrait à travers les couches de vêtements, asséchant la peau et gerçant les lèvres. Malgré tout, Javier maintenait un rythme régulier, guidant le groupe avec une discipline inébranlable, conscient que l'attention à chaque détail pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Alors que le groupe atteignait une section délicate, une corniche, déjà fragilisée par la tempête, céda sous le poids d'un client. Le sol glissant et instable s'effondra en un instant, projetant la victime dans le vide. Javier réagit immédiatement, tendant la corde et essayant de sécuriser le grimpeur. Mais la situation se compliqua instantanément. Le terrain sous leurs pieds continuait à se désagréger. Une autre section de corniche céda, et l'ancre principale à laquelle Javier était attaché se rompit. Le guide expérimenté
fut projeté contre la paroi, subissant un traumatisme thoracique sévère. La violence du choc le laissa incapable de se mouvoir correctement et l'altitude élevée aggravait la situation, limitant ses chances de récupérer rapidement. Ses compagnons tentèrent désespérément de stabiliser la situation. Des cordes furent repositionnées, des ancrages improvisés furent mis en place et les clients furent guidés pour se mettre en sécurité. Mais chaque mouvement demandait un effort colossal dans cet environnement extrême et le corps de Javier ne pouvait plus répondre efficacement aux tensions physiques et aux contraintes de l'altitude. Son corps cessa progressivement de fonctionner, victime d'un traumatisme thoracique sévère, aggravé par l'hypoxie, une mort tragique et silencieuse malgré toute sa préparation et sa prudence.